Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, merci d'y participer. Nous avons le plaisir d'accueillir Clémence Legrand de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale pour partager l'étude réalisée par l'OFGL sur l'état des lieux de la péréquation dans les finances du bloc communal. Étude qui nous paraissait intéressant de s'approprier, particulièrement en cette fin de mandat et dans la perspective du prochain. Cette présentation se déclinera en 3 parties. Nous vous invitons donc à partager vos réactions et poser vos questions à travers le module questions-réponses qui se trouve dans la barre de menu en bas de l'écran, qui est représentée par le pictogramme Q et R avec un point d'interrogation au-dessus. Clémence répondra donc à un premier volant de questions après les 2 premières parties qu'elle va présenter, et nous engagerons avec vous des échanges à l'issue de la présentation. Donc je vais laisser dès à présent la parole à Clémence, que je remercie chaleureusement une nouvelle fois d'avoir accepté l'invitation de la FIGES pour présenter donc les travaux de l'OFGL, ces derniers travaux de l'OFGL en matière de péréquation s'agissant du bloc communal. Je te cède la parole, Clémence. Merci beaucoup. Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Clémence Legrand, je suis chargée de mission à l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, l'OFGL. Donc, pour vous situer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil public qui a été créé avec la loi NOTRe, rattaché au comité des finances locales. Donc, on est un outil d'analyse et de partage de données sur les finances et la gestion publique locale. On a un comité d'orientation qui est composé d'élus locaux du comité des finances locales et puis de représentants de l'État également. Donc, on est à la rencontre des deux. Et ce travail sur la péréquation, ça fait partie de nos publications thématiques. On a des publications, enfin des analyses donc sous la forme d'un rapport annuel fait avec la DGCL, et puis des publications plus thématiques comme celle-ci. Et on a aussi une plateforme de données dont je vous dirai aussi quelques mots à la fin, accessible à tous. Et donc, travailler sur la péréquation, c'était une demande de notre conseil d'orientation, avec l'idée de faire un état des lieux un peu différent de ce qui existait déjà sur la péréquation. Donc, dans ce qui existe sur notamment dans les études, dans la recherche universitaire, il y a déjà des choses qui visent à regarder si la péréquation réduit les inégalités du point de vue du potentiel financier, etc. Nous, l'objectif, ce qui nous a été demandé, c'était plutôt de faire un état des lieux, donc en objectivant, en quantifiant tous les flux de péréquation pour le bloc communal pour cette étude, et de regarder en fonction, enfin de regarder les situations individuelles des collectivités, de voir leur situation vis-à-vis de cette péréquation, et d'observer en conséquence les comportements financiers qui s'accompagnent d'une plus ou moins grande dépendance à la péréquation. Donc c'est un peu les 3 parties que je vais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, notamment donc tous les résultats sont dans cette publication où vous avez l'image. Donc c'est le capsule numéro 28 qu'on a publié en juillet dernier et que vous pourrez bien sûr retrouver sur notre site. Et donc, la première étape de cette étude, c'était donc de recenser tous les mécanismes qui permettent d'avoir des critères péréquateurs pour mieux répartir les ressources. Donc, à la fois des dotations au sein de la DGF et les fonds de péréquation. Et donc là, on a recensé tous, et on arrive à un montant de ressources perçues par les communes et les intercommunalités en 2024 de à peu près 11 milliards d'euros.
Donc vous avez bien sûr les dotations des communes, la dotation de solidarité urbaine pour 2,6 milliards, la dotation de solidarité rurale, 2,1 milliards, la dotation nationale de péréquation, la DACOM pour l'outre-mer et aussi, pour les intercommunalités, la dotation d'intercommunalité pour 1,8 milliard, les fonds de péréquation de la taxe professionnelle à la fois pour les communes et pour les intercommunalités. Et puis on a aussi intégré d'autres fonds de péréquation, qui visent notamment la répartition des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants, pour environ 900 millions d'euros quand même perçus. Le FPIC bien sûr, le FSRIF, qui concerne les communes d'Île-de-France et puis on a pris aussi en compte la dotation de solidarité, communautaire, en tant que ressource, péréquée perçue par les communes. Et donc tous ces flux, ça nous donne un montant de 11 milliards et on a regardé ensuite en face les prélèvements qui servent à financer une partie, de ces ressources perçues. Donc là, on est à 3,6 milliards quand on prend à la fois les écrêtements, sur les dotations qui financent une partie des hausses de dotation de péréquation et puis les prélèvements au titre du FPIC, du FSRIF et j'ai remis ici la dotation de solidarité communautaire, hem, mais qui s'annule, finalement quand on regarde à l'échelle de l'ensemble, intercommunal. Parce que du coup, on a effectivement, essayé de travailler à la fois à l'échelle des communes et puis à l'échelle de l'ensemble intercommunal, donc communes et groupements, consolidés pour avoir aussi une vision comparée des territoires, indépendamment de leur organisation interne entre communes et intercommunalités. Donc, ces mécanismes de ressources perçues et de prélèvements, sont assez variés et nombreux et puis ils s'entrecroisent. On peut être bénéficiaire de la dotation, de solidarité urbaine, mais être prélevé au titre du FPIC, être écrêté aussi sur la forfaitaire et cetera. Donc ça nous paraissait intéressant d'avoir une vision, globale de tous ces flux de péréquation et de regarder finalement une fois, toutes les ressources perçues et déduit des prélèvements, au titre de la péréquation, ce qu'il reste. Donc on obtient comme ça un solde net de péréquation de 7,3 milliards pour l'ensemble du bloc communal et c'est ça, qui est intéressant à regarder individuellement pour voir ce qui reste à la collectivité une fois, les ressources et les prélèvements faits et qu'est-ce que ça a comme poids, dans les recettes de fonctionnement. Donc ça, c'était notre angle à partir du poids de la péréquation dans les recettes de fonctionnement, d'apprécier un peu la situation de la collectivité en termes de dépendance finalement à la péréquation. Donc ce solde de 7,3 milliards dans l'ensemble, c'est 5 par exemple des recettes, de toutes les ensembles intercommunaux, donc de tout le bloc communal, c'est 5 et si on prend uniquement, les dotations et les fonds qui concernent les communes, la péréquation, c'est 7 des recettes de fonctionnement. Et donc si on a ensuite regardé donc individuellement, d'abord à l'échelle des communes, donc c'est globalement un poids fort puisqu'on disait c'est 7 des recettes de fonctionnement, mais on a, différents degrés de dépendance à la péréquation. Donc là, ce que vous avez en bleu dans le tableau, donc c'est finalement des catégories de dépendance à la péréquation. En bleu, c'est, les communes, contributrices nettes, donc pour lesquelles les prélèvements sont plus importants que les ressources et qui, in fine, contribuent, simplement à la péréquation. Donc ça concerne 2 des communes et c'est pour ces 2 des communes, leur contribution nette est d'au moins enfin correspond à au moins 1 de leurs recettes de fonctionnement, voire pour 71 communes, c'est la première ligne, cette contribution nette à la péréquation, c'est plus de 5 de leurs recettes de fonctionnement. Donc un poids assez important. Sachant que il y a encore la ville de Paris, qui est dedans, mais sur le montant, de ces villes les plus contributrices, Paris, c'est déjà un montant de 500 millions d'euros de contribution, donc sur les 762 que vous voyez là.
Ensuite, en jaune, vous avez 1 477 communes, 4 d'entre elles, heu, pour lesquelles on va dire que la péréquation est finalement neutre parce que in fine, soit parce qu'elles sont pas beaucoup concernées, soit parce qu'il y a autant de prélèvements, que de versements. La péréquation représente in fine entre, -1 et 2 de leurs recettes de fonctionnement, donc finalement peu d'impact, sur leurs finances. Et puis ensuite, la grande majorité des communes donc sont bénéficiaires, de la péréquation avec des degrés différents et notamment là, on a, 38 et 14, on a 52 des communes pour lesquelles la péréquation, les recettes nettes, enfin les ressources nettes de péréquation, c'est au moins 14 de leurs recettes de fonctionnement. Donc c'est un poids, très important dans les budgets, enfin dans les recettes des communes et on a même des communes en situation de grande, d'ultra-dépendance quand, on voit que 14 des communes, pour elles, c'est la péréquation représente plus de 27 de leurs recettes de fonctionnement donc là, on voit une assez grande dépendance et du coup, une dépendance aussi, dès que les critères, varient, les calculs et cetera, leurs ressources, enfin leurs recettes de fonctionnement sont du coup très impactées. Si on regarde, en termes de pour, voir ce poids aussi de la péréquation, on peut aussi le rapporter, ce solde de péréquation, on peut le rapporter à l'épargne et on voit que, par exemple, pour, les contributeurs, donc c'est toujours, nos mêmes catégories nos mêmes situations vis-à-vis de la péréquation. Donc à gauche, en bleu, vous avez les plus contributeurs, leur contribution, c'est environ 62 de leur épargne brute en 2024. Donc une contribution qui est pas négligeable et à l'inverse pour les plus dépendantes, les communes les plus dépendantes, c'est les recettes de péréquation, c'est le double, 211 plus du double de leur épargne brute. On peut aussi rapporter au foncier bâti pour se donner une autre idée de ce poids, très important. Pour les communes, bénéficiaires, en moyenne, les ressources perçues, c'est l'équivalent de 30 de leur foncier bâti, en 2023 là et ça monte jusqu'à, 118 du foncier bâti pour les plus, dépendantes. On verra plus tard en regardant l'analyse financière aussi, comment ça s'explique. Mais donc voilà des situations où, la péréquation tant en tant que prélèvement contrainte ou, ultra-dépendance, a un impact fort, sur les finances. Et du coup, en regardant ces situations individuelles, on a pu, cartographier, à l'échelle communale cette dépendance, ces différents degrés de dépendance à la péréquation. Donc là, c'est pas, enfin, vous aurez peut-être du mal à retrouver vos communes, mais vous pourrez avoir la carte, dans la publication. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a des espèces de poches de communes, plus dépendantes, voire ultra dépendantes du côté, par exemple, des Ardennes, de la Seine-Maritime également. Un axe aussi, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais un axe de la Normandie au Gers et puis du Gers, à l'Ardèche à peu près. Hem, donc voilà, on voit à la fois ces zones d'ultra-dépendance et puis au contraire, on voit des zones, où sont les communes, contributrices, nettes, les plus grosses communes contributrices, notamment, dans l'ouest, francilien, un peu dans la Marne, dans les Alpes, dans les communes, de montagne, dans les Alpes et puis aussi un peu, l'est, de la métropole, lyonnaise. Donc une géographie, qu'on va aussi ensuite, croiser avec, des critères, de densité, rurale et déjà on a fait une première étape, c'est de faire une carte aussi qui tient compte donc c'est une carte en anamorphose qui tient compte de la population, donc les limites, territoriales, c'est Clémence Bizot, ma collègue qui a travaillé là-dessus. Les limites territoriales de la carte, sont,
sont modifiés pour, tenir compte de la proportion de la population dans la commune, enfin la proportion de la commune dans la population totale plutôt. Et ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on voit que d'emblée les territoires ultra dépendants, disparaissent un peu parce que correspondent du coup à des territoires ruraux, c'est ce qu'on va avoir. Et puis par contre ça on ressort quelques ultra dépendants, dans les grosses métropoles, donc dans le nord de la métropole du Grand Paris et en dans le Val d'Oise et puis aussi, dans la métropole lilloise, par exemple. Et à l'inverse, on voit aussi, dans la métropole du Grand Paris, le poids, très important, de effet évidemment de Paris et de la petite couronne, francilienne, du côté des contributeurs. Donc on a aussi, ah oui et un autre point aussi qu'on voit très bien sur cette carte, c'est que, les communes centres pardon, des communautés urbaines et métropoles, donc Rennes, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, sont toutes enfin apparaissent toutes comme, finalement, un peu dépendantes, mais faiblement, à la péréquation. Hem donc ça, c'est aussi intéressant pour la suite, pour essayer de caractériser un peu les territoires, qui, perçoivent enfin, en tout cas, qui sont plus dépendants à la péréquation et donc pour ça, on a croisé, ce poids de la péréquation avec la grille de densité, de l'INSEE, qui est une grille, en 7 catégories, que vous voyez là, du rural au plus urbain. Et on voit, donc là, dans ce graphique, on est sur, le poids de la péréquation dans les recettes de fonctionnement, uniquement, chez les communes bénéficiaires et on voit que le rural, à habitat, très dispersé et le rural à habitat dispersé, donc c'est vraiment, les zones les plus rurales, c'est 73 des communes qui sont dans ces 2 catégories-là, mais c'est 18 de la population. Et donc dans ces petites, communes, on a un poids, de 18 de la péréquation dans les recettes de fonctionnement pour le très dispersé et 15 pour, le rural à habitat dispersé. Et on vous a mis en nuance bleu clair, le fait qu'on ait pris, le fonds de péréquation des DMTO pour les communes de moins de 5 000. Donc forcément ça joue à la hausse puisque ça concerne, surtout, les catégories rurales. Mais on voit que même sans, prendre ces montants de péréquation-là, on a quand même un poids, globalement plus fort, de la péréquation dans le rural. Si on regarde ensuite les bourgs ruraux, la troisième catégorie qui forme, l'espace rural selon l'INSEE, là, on est sur des communes, plutôt de 2 000 habitants, qui commencent à avoir un poids un peu inférieur parce qu'elles ont, d'autres recettes, de fonctionnement et notamment elles ont un potentiel financier, enfin, c'est des petites communes qui ont un potentiel financier plus élevé. Donc le poids autour de 12 des recettes, le poids de la péréquation est un peu plus faible. Ensuite, vous avez les ceintures urbaines et les petites villes, autour de 7 des recettes qui correspondent aux recettes de péréquation. Ces zones-là, c'est des communes d'environ 4 000, habitants pour, les 2 catégories, mais qui, ont, des niveaux de centralité entre les 2 qui sont différents. Donc en fait, la grille de densité de l'INSEE prend aussi en compte d'autres critères et notamment l'éloignement à, d'autres centres urbains. Et donc, les ceintures urbaines, c'est plutôt les petites villes de 4 000 habitants qui vont avoir, une proximité directe avec un autre, grand centre urbain. Alors que les petites villes, sont des communes de 4 000 habitants qui, elles, occupent, un rôle de centralité important, sur leur territoire. Donc, c'est intéressant parce que, par exemple, elles touchent plus de DSR, bourg-centre, que les ceintures urbaines, ne touchent pas. Donc voilà, finalement, c'est dans ces catégories-là, que les bénéficiaires sont plutôt des plus petits bénéficiaires, avec seulement, 7 en gros des recettes qui correspondent, à la péréquation. Et ensuite, les catégories plus urbaines sont, eux, un peu plus dépendants à la péréquation. Les centres urbains intermédiaires et les grands centres urbains, parmi, les bénéficiaires, sont, plus dépendants avec un poids, de 9 enfin autour de 9 %.
de la péréquation dans les recettes de fonctionnement. Donc pour les centres urbains intermédiaires, on est plutôt sur des communes de 17 000 habitants en moyenne, alors que les grands centres urbains, on est sur un plus petit nombre de communes, 772 communes, mais qui représentent 37 de la population. Donc là, c'est dans ces grands centres urbains, c'est les bénéficiaires en moyenne, c'est 9,7 de recettes de fonctionnement qui viennent de la péréquation, mais c'est que les bénéficiaires et donc il faut bien savoir que dans les grands centres urbains, c'est aussi là qu'il y a la plus forte proportion, de contributeurs, mais qui sont pas là dans le graphique. Si on prend tous les grands centres urbains, on a 19 des grands centres urbains qui sont contributeurs et par contre 5 quand même qui sont, ultra dépendants. Donc en fait, dans les grands centres urbains et notamment parce qu'il y a beaucoup, une surreprésentation, de de l'Île-de-France, on a un peu une réunion, des extrêmes, dans ces grands centres urbains. Je vais t'interrompre juste Oui, un instant, Clémence. oui. On a une personne qui nous indiquait dans un message qu'elle ne voyait pas le défilement de la présentation du support. Est-ce qu'éventuellement les autres participants peuvent nous confirmer ou m'infirmer la situation? On remédie éventuellement. Non, on me dit qu'on le voit très bien. Donc, a priori, le OK, souci tant mieux. éventuellement ne vient pas de nous. Donc, pardon de t'avoir interrompu, mais on est Mmh, rassurés. Merci beaucoup. ouais, on est rassurés parce que ça ça aurait été pénible, Ça aurait été très sinon pour dommage. tous les participants. Hem donc voilà, l'idée d'avoir recoupé avec cette grille de densité, ça permettait d'avoir un découpage, territorial qui prend donc aussi en compte, d'autres, critères un peu extra-financiers, comme, parce que dans la grille de l'INSEE, ça prend aussi en compte, le type de logement, la densité, les zones d'emploi et cetera. Donc ça nous semblait intéressant et puis on a aussi regardé heu, d'autres indicateurs comme, alors là, c'est moi qui arrive plus à défiler. Voilà, c'est bon. D'autres indicateurs comme le taux de pauvreté et le niveau de vie, pour voir, qu'en fonction du poids, de la péréquation, donc plus on est dépendant en fait à la péréquation, plus on a aussi des indicateurs, sociodémographiques qui, se «dégradent» entre guillemets et on voit qu'entre ceux qui sont très contributeurs, qui ont un taux de pauvreté de autour de 10 le taux de pauvreté passe à presque 21 pour les ultra-dépendants. Il y a même un petit décrochage, dans l'évolution du taux de pauvreté à mesure que la dépendance à la péréquation augmente et puis, aussi sur les niveaux de vie, on a bien un niveau de vie qui est, un cran au-dessus pour, les gros contributeurs qui diminue à mesure que la dépendance à la péréquation, augmente. Donc ce qui montre quand même que les flux de péréquation, les ressources de péréquation se dirigent bien, vers, des communes, qui ont aussi des charges de services publics, qui ont moins de ressources, mais aussi des charges de services publics, plus importantes, du fait du profil de la population qui est différente, dans ces communes-là. Donc je vous disais, on a travaillé à l'échelle de la commune, mais on a aussi regardé, du côté des ensembles intercommunaux. Alors, pardon, voilà. Heu, donc on a fait un peu exactement même, le même exercice en prenant donc, les flux des communes, en ajoutant les flux, qui concernaient, les intercommunalités donc, comme je vous le disais, la dotation d'intercommunalité, le FPIC aussi perçu par les intercommunalités et puis, du coup, la DSC qui elle sort, du spectre, quand on passe à l'échelle de l'ensemble intercommunal. Et on voit du coup qu'on a, 5 des des ensembles intercommunaux qui, qui sont contributeurs. Donc là, on n'a plus qu'une seule, catégorie de contributeurs. Donc c'est finalement 60 ensembles intercommunaux, contributeurs, nets, donc avec toutes leurs communes et tous leurs, et les flux, intercommunaux.
On a ensuite 8% des ensembles intercommunaux pour lesquels la péréquation est neutre. Et puis, on a surtout 54% des ensembles intercommunaux pour lesquels la péréquation représente plus de 8% de leurs recettes de fonctionnement. Euh, donc, aussi un point important, je rappelais la moyenne, c'était 5%. C'est ce que j'avais dit au début de présentation, mais plus de la moitié des ensembles intercommunaux, c'est au-dessus de 8%. Et ces ensembles intercommunaux, donc moyennement dépendants et plus dépendants, c'est ceux qui regroupent 33% de la population. Donc, c'est ce que vous voyez là. Je suis désolée, j'ai des problèmes pour faire défiler mon PowerPoint. Voilà, les 33%, 33% de population, donc c'est pareil, les ensembles intercommunaux les plus dépendants sont aussi un peu moins peuplés. Et donc on a aussi regardé de la même façon ce que ce solde de péréquation représente dans l'épargne brute de l'ensemble intercommunal consolidé. Et donc pour les contributeurs, c'est 20%, donc un cinquième de leur épargne brute. Enfin, leur contribution à la péréquation représente un cinquième de leur épargne brute. Et par contre, du côté des bénéficiaires, c'est environ leur ressources perçues nettes correspond à environ 42% de leur épargne brute. Et le même raisonnement de rapprocher le solde de péréquation au foncier bâti. Euh, c'est la contribution des ensembles interco les plus contributeurs, c'est 17% de leur foncier bâti. Et pour les plus dépendants, c'est 71% de leur foncier bâti qui est perçu aussi, enfin l'équivalent est perçu par la péréquation. On a aussi du coup fait l'exercice de cartographier, donc cette fois à l'échelle ensemble intercommunal, donc plus lisible pour retrouver vos territoires. Donc, faut faire attention que on n'est plus sur la même échelle. Donc là, le marron foncé, quand pour les communes, c'était plus de 27% de leurs recettes de fonctionnement qui venaient de la péréquation. Là, la borne, c'est 14% pour les ensembles intercommunaux. Et puis on n'a plus qu'une seule catégorie en bleu, mais on retrouve quand même les constats qu'on retrouvait un peu précédemment, donc notamment des territoires ultra dépendants dans les Ardennes, en Normandie. On voit aussi que le Nord-Pas-de-Calais ressort plus fortement dépendant à l'échelle des ensembles intercommunaux. Et puis aussi, on remarque davantage la Corse et la Guyane et Mayotte comme fortement dépendants à la péréquation. Donc voilà pour ces premières parties sur le constat des mécanismes de péréquation qui ont pris une ampleur enfin, une ampleur qui est à chaque fois, chaque année plus importante. Euh, qui a un intérêt à être regardé dans sa globalité parce que les flux et les mécanismes s'entrecroisent. Donc, c'est intéressant d'avoir l'ensemble de ces flux pour avoir la situation de la commune du point de vue du solde net de péréquation. Et on voit que, évidemment, c'est le sens de la péréquation, il y a des disparités très fortes entre les territoires et ça fait ressortir certaines typologies de territoires qu'on a voulu croiser voilà, avec la grille de densité de l'INSEE pour avoir un peu des profils socio-économiques en fonction de cette dépendance à la péréquation. Et avant, du coup, la dernière partie de notre étude, c'était de regarder quel comportement financier s'accompagne, enfin, est observé pour chacune de ces situations-là. Je propose qu'on prenne ouais, quelques réponses, enfin quelques questions Ouais. plutôt, Alors s'il y en a eu. une première question, voilà Clémence, une collègue qui nous demande pourquoi il n'y a pas le FNGIR dans les prélèvements. Est-ce bien
un système de péréquation verticale? Point d'interrogation. C'est une bonne question. On s'était posé la question et et on et c'est pas de la péréquation. Voilà. Mais on s'était posé la question, mais enfin voilà, c'est pas un système de péréquation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, je n'en ai pas d'autres, mais moi j'en ai un peu en soute. Donc ça vous donne peut-être le temps pour ceux voilà, qui souhaiteraient voilà, indiquer leurs questions de le faire. Tu indiquais donc, moi je me posais la question si finalement, tu vois, cette déclinaison des niveaux de dépendance, donc des communes d'une part, et puis de l'ensemble interco d'autre part, est-ce que finalement, c'est moins dépendant ou plus dépendant, des communes? Vous retombiez à peu près sur les mêmes territoires quand vous étiez au niveau de l'ensemble, intercommunal ou pas? Ou est-ce qu'il y avait éventuellement des situations qui étaient effectivement peut-être fortement dépendantes ou assez dépendantes, quand on le regarde au niveau des communes et qu'au même endroit, dès qu'on se positionne en fait au niveau de l'ensemble intercommunal, c'était pas forcément aussi prégnant, en plus ou en moins en fait? Euh, oui, je pense à ça peut changer pas mal quand on passe de l'échelle de la commune à l'ensemble interco sur des territoires où justement il y a déjà si au sein de l'ensemble intercommunal, il y a des territoires qui sont très contributeurs parce que parce qu'il y a des territoires qui sont très contributeurs, parce qu'ils ont une industrie ou une forte présence des entreprises et donc un potentiel financier beaucoup plus important que les communes voisines de l'ensemble intercommunal. Et donc là, ça peut jouer effectivement sur l'agrégation au niveau de l'ensemble interco. Donc il y a des cas comme ça alors on les a pas mesurés, enfin, mais on les a observés en regardant sur certains territoires. Euh, c'est oui, ça peut varier. En fait, les disparités sont tellement, enfin, il y a un, Ouais, les situations peuvent être très ouais, hétérogènes, en les, fait. ouais, Mmh. Mmh. à l'échelle des communes, c'est assez hétérogène. Donc, on peut passer d'une dépendance de 30% des recettes dans une commune à une commune assez neutre juste à côté. Enfin, ouais, Mmh. c'est tellement hétérogène que du coup, ça peut changer quand même à l'échelle de l'ensemble interco, même si on retrouve un peu ouais, quelques zones Ouais, semblables en tout cas. on le voit effectivement, la Mm. carte, elle est quand même pas fondamentalement différente entre, Non, la carte, commune et la carte ouais, ensemble intercommunal. ouais. Et j'avais une autre question, quand on rapporte effectivement du coup, ces flux au l'importance de ces flux au foncier bâti, quand on Mm. se place au niveau, intercommunal, on a quand même, aujourd'hui des ensembles intercommunaux qui, ne lèvent pas, de foncier bâti ou qui ont finalement un produit de foncier bâti qui reste, relativement négligeable. Du coup, en quoi ça peut un petit peu, moduler les résultats, le fait de se positionner quand on est à l'ensemble intercommunal en rapport en fait avec le produit de foncier bâti. Euh, euh, c- Ça pourrait. Alors, je regarde juste. L'idée de rapporter au foncier bâti, c'était d'avoir
Enfin, Enfin disons de qu'en fait, comparer aussi à la richesse, c'est ça. ouais, Enfin, disons que c'est la logique. de Enfin, ce que je veux l'ensemble. dire, c'est la Ouais. poursuite, ça se comprend très, très bien quand on est à l'échelle, communale. Effectivement, Mmh, c'est logique. Enfin, voilà, quel autre, enfin, il y a pas forcément meilleur, comparatif. Par contre, je me disais, tu vois, quand on compare, par exemple, à du coup, quand on se place à l'échelle intercommunale, si l'EPCI, par exemple, lève le foncier bâti et peut-être le lève, d'une manière, assez importante comparativement à un autre territoire où finalement il y aura pas du tout de foncier bâti à l'échelle interco, mmh, c'est là où effectivement peut-être que c'est là où ça peut peut-être modifier justement la cartographie, enfin en tout cas les résultats. Voilà, le fait du coup, quand on est à l'échelle, de l'ensemble interco, finalement, s'il y a 0 en termes de foncier bâti au niveau EPCI, pour le coup, mmh. c'est un petit peu différent en termes de résultats. Mais il y a le foncier bâti des communes, qui Oui, ah de toute est façon, oui, oui, mais ça va pas, qui oui, oui. ouais. Qui est un poids massif. Enfin, je veux dire, de toute manière, j'imagine, là, on l'a pas comme ça Mmh, et l'idée, c'est pas que tu nous le donnes du tac au tac, mais ce qui serait intéressant, c'est mmh, de voir finalement, au niveau des ensembles intercommunaux, quel peut être finalement le ouais, poids du foncier bâti dans le tout, en fait, dans la somme de ses recettes. d'accord. Mmh. Voilà, c'était juste des petites, observations qui me venaient comme ça. Mmh. Mais et c'était pas préparé, hein. Ouais. Je la je te prends là comme ça, au débeauté donc mais voilà, en tout cas, ce sont les réflexions qui me viennent. Alors il y a pas d'autres questions à ce stade, donc Mmh. n'hésitez pas si vous voilà, si Christelle, à Marseille nous demande si l'étude porte sur 2024. Oui, Oui, oui. c'est les ouais, les données, des dotations, et les comptes des communes, et interco, 2024. Mmh. Et Christelle toujours nous demande si, vous constatez des évolutions importantes d'une année sur l'autre. Ah, ça va vous pousser à faire ça, des études, sur la durée. Oui, on n'a pas pu faire, de pluriannuel dans notre, étude, notamment parce qu'on avait certaines données qu'on a été chercher, spécifiquement, pour cette étude. Je pense aux données, des fonds des MTO, pour les communes de moins de 5 000 habitants, où on a eu l'aide de la banque postale qui a récupéré les délibérations, parce que c'est des données pas centralisées et mes collègues, dont surtout Clémence Bizot ont fait le travail de enfin d'automatiser tout ça et donc ça, on n'a pas pu le faire, pour, les autres années. Hem, donc y on n'a pas, la vision, heu on n'a pas pu faire de vision, pluriannuelle, de est-ce que là où la dépendance à la péréquation progresse et cetera, ça on n'a pas pu se questionner, là-dessus pour Ouais, l'instant. c'est vraiment intéressant et parce que là, Christelle précise qu'elle pose la question, car la loi de finances, impacte, donc comme tu l'avais Mmh, dit, hein, certaines, recettes péréquatrices. Et mais c'est très intéressant aussi de nous partager un petit peu le back office de tout ça, c'est-à-dire, les mmh, éventuelles, difficultés, écueils, en termes d'accès à la donnée. mmh, Et ce que tu viens d'évoquer là est très intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que c'est un frein au fait de pouvoir dupliquer, relativement facilement, hein, mmh, compte tenu, des moyens ouais, dont vous disposez, ben, voilà, de renouveler cette étude, année après année parce qu'effectivement, quand on s'immerge dans l'étude, tout de suite, vient à l'esprit ce type de question, c'est de se dire: «Ah tiens, comment ça a pu évoluer, sur, par exemple, un mmh, mandat?» ou, et au regard effectivement des évolutions, qu'on a pu constater, de loi de finances en loi de finances. ouais, ouais, sur la loi de finances, on pourra y revenir, mais notamment sur l'impact de la, progression des dotations de péréquation. Effectivement, ça va
renforcer tout ça, donc changer les situations individuelles, effectivement. Et ce que je trouve assez intéressant dans ce que parce que j'avais préparé la question, mais tu y as répondu, c'est que finalement, ce qui ressort aussi de vos travaux, c'est que ces critères, pris en compte, pour déterminer effectivement la péréquation, sont, semble-t-il, plutôt adéquates puisque tu semblais dire effectivement que au regard, effectivement des données voilà liées au je reviens un petit peu en arrière, liées effectivement Mmh. au taux de pauvreté et cetera, que finalement ça visait plutôt juste. Heu, oui, c'est une approche, globale, statistique. Donc globalement, il y a pas, d'effet, enfin, globalement, ça se dirige, vers, les communes qui en ont besoin. Après, individuellement, ça empêche pas qu'il y ait individuellement peut-être des situations où, l'indicateur du potentiel financier peut, poser problème ou pu être le reflet exact de la situation, de la commune, ou qu'il y ait, des cas entre 2 communes, comparables, des niveaux, un héritage de, niveau de dotation qui soit pas, cohérent, au vu de la situation actualisée, et cetera. C'est pas forcément, hem on dit pas que c'est les indicateurs, parfaits et qu'il y a pas besoin de réfléchir, à faire autrement, mais en tout cas, ça permet, aussi de se rendre compte, la question, c'était à la base, c'était aussi, pourquoi, vers qui ça va, quand, on a des systèmes, ancrés comme ça depuis des années, et du coup, c'était remontrer un peu les caractéristiques des communes, heu, derrière cette péréquation, voilà. Mais ça remet pas en cause enfin, il pourrait y avoir, des critères, peut-être, plus, enfin voilà, à être Oui, repensés, et cetera, oui, oui, c'est on toutes ces questions qui reviennent un petit peu ouais. régulièrement effectivement sur ces critères, mais c'est déjà effectivement un état des lieux, qui est, fort intéressant. Je vois pas d'autres questions à ce stade, donc ce que je te propose, c'est peut-être Mmh, de poursuivre sur la troisième partie si tu en es d'accord. oui, ouais. Donc pour la troisième partie, justement, c'était la question, c'était est-ce que, quand on a, tel niveau de contribution ou tel niveau de dépendance à la péréquation, est-ce que ça génère, des comportements, financiers, différents? Et donc en premier lieu, on a regardé, et ça fait le lien avec ta question, justement sur les indicateurs, heu, si on a vérifié qu'il y avait pas d'effet de substitution, avec le levier fiscal, et pour ça, on a regardé, l'effort fiscal, en fonction, de la dépendance à la péréquation, et les bases de foncier bâti par habitant. Donc là, on est à l'échelle des communes et on s'intéresse, aux communes de moins de 10 000 habitants dans ce graphique-là, parce qu'on a essayé de travailler pour, isoler un peu les effets de strates. On a essayé d'isoler on a travaillé par strate de communes et puis par type, d'ensemble intercommunal. Et donc là, sur, les communes de moins de 10 000 habitants, on a bien un effort fiscal qui augmente, avec le degré de dépendance, à la péréquation, tandis que les bases, de foncier bâti, elles, diminuent et sont même, divisées par, 4, entre les contributeurs et les plus, bénéficiaires. Donc c'est ces critères heu,
les critères péréquateurs utilisés pour, l'affectation des dotations, qui fait qu'il y a, enfin, c'est logique, quoi. C'était pas une surprise, mais on voulait vérifier qu'il y avait pas, un moindre recours au levier fiscal parce que, on avait le bénéfice de la péréquation et c'est pas le cas parce que les bénéfices de la péréquation vont justement, sur, quand même, des territoires, avec un effort fiscal, important, mais sur des bases, très faibles, donc une moindre, richesse, fiscale. Donc ça, c'était le premier point, pas d'effet de substitution et après on a regardé, donc comme je disais, par, taille de commune, donc les moins de 10 000, les 10 000 à 100 000 et puis, les ensembles intercommunaux qui sont, des communautés de communes ou des communautés d'agglo d'un côté et les communautés urbaines et métropoles de l'autre et on a regardé les principaux agrégats financiers, heu, pour voir quel était l'effet de plus de dépendance à la péréquation, de quoi ça s'accompagnait et donc on voit dans un premier temps que, plus de dépendance à la péréquation s'accompagne plutôt de dépenses de fonctionnement, qui diminuent. Hem, donc ce qui était déjà une première réponse, c'est qu'il y a pas, d'effet d'aubaine parce que j'ai plus de recettes, de péréquation, je vais dépenser davantage. Ça, c'est pas, ce qu'on observe. Hem, D'ailleurs, sur les communes de moins de 10 000, on a fait, tourner des modèles économétriques avec, Clémence Bizot qui permet de montrer vraiment très précisément que si on augmente d'1 point, de pourcentage, notre dépendance à la péréquation, donc si, dans mes recettes, je passe de 12 qui viennent de la péréquation à 13 je vais avoir, des dépenses de fonctionnement qui vont baisser, de 1,2 donc ça c'est, la moyenne enfin c'est les résultats statistiques que vous pouvez retrouver vraiment en détail dans la publication et donc globalement ça c'est ce qu'on observe aussi pour les autres tailles de communes et à l'échelle des ensembles intercommunaux, c'est qu'il y a pas, d'effet d'aubaine. Sauf, vous retrouverez dans la publication, il y a des nuances toujours, dans notre analyse. C'est qu'il y a quelques communes, ultra dépendantes de 20 000 à 100 000 habitants, qui sont celles qu'on voyait dans les grandes métropoles, qui elles augmentent, leurs dépenses par rapport à des communes moins dépendantes à la péréquation. Mais ça reste des territoires ultra spécifiques aussi avec, des taux de pauvreté, les plus importants et cetera. Mais globalement, on voit pas d'effet d'aubaine à avoir plus de ressources de péréquation et notamment parce que quand on regarde aussi les recettes de fonctionnement, c'est pareil, on a, des recettes de fonctionnement enfin, plus on est dépendant à la péréquation, plus, les recettes de fonctionnement diminuent. Donc en fait, on est sur des territoires qui ont moins de recettes par ailleurs et la péréquation va pas compenser totalement, ces inégalités de recettes au départ et donc plus on est dépendant à la péréquation, plus on a un niveau de recettes, par habitant qui est plus faible par rapport aux territoires, moins dépendants et surtout par rapport aux territoires, contributeurs. Ce qui fait que sur l'épargne brute, on a aussi une épargne brute qui diminue à mesure que notre dépendance à la péréquation augmente parce que, les recettes de fonctionnement diminuent encore plus que les dépenses de fonctionnement et donc globalement sur toutes les catégories, on a aussi, une épargne brute, qui est plus faible dans, les territoires les plus dépendants à la péréquation. Donc si on regarde les communes de moins de 10 000 habitants, par exemple, c'est 1 degré de plus, enfin 1 point de plus de dépendance à la péréquation. C'est, une épargne brute qui baisse de 1,8. Donc ce qui est intéressant aussi dans cette analyse des comportements financiers et qui est un des résultats de l'étude, c'est que c'est pas parce qu'on a de la recette, de péréquation, qu'on va dégager, un autofinancement, plus facilement, avoir des marges de manœuvre, plus faciles et ça, c'était important de le montrer parce qu'on peut avoir, l'impression dans les territoires que la commune d'à côté a plus de péréquation et s'en sort mieux, sur ses résultats financiers. Mais globalement,
C'est pas, ce qu'on observe. On a aussi, de la même manière, des taux d'épargne qui se dégradent avec la dépendance à la péréquation. Quand je mets rien, c'est que c'était pas, significatif sur, les communes de moins de 10 000, mais sur les autres, sur les autres, types de collectivités, c'est ce qu'on observe. Et ensuite sur les dépenses d'investissement, là, on est sur les dépenses, cumulées sur, la période, 2018-2024 et on voit qu'elles sont aussi, plus faibles, à mesure qu'on est plus dépendant à la péréquation. Par exemple, pour les communautés de communes et communautés d'agglo, les communautés, bénéficiaires ont, des dépenses d'investissement, 26 moins élevées, que les ensembles, contributeurs et même, 16 moins élevées que les ensembles interco neutres. Donc il y a vraiment une dégradation aussi de ces dépenses d'investissement qui correspond à un calibrage, de l'investissement sur, cette épargne brute qui se dégrade avec la dépendance, à la péréquation. Et ensuite, concernant la dette, elle est aussi on a des niveaux, d'encours de dette plus faibles par habitant, hem, à mesure que la dépendance augmente. Donc on pourrait se dire qu'il y a un renoncement, à l'endettement, mais par contre, en fait, les délais de désendettement, eux, augmentent, donc se dégradent. Donc c'est finalement le signe qu'on a quand même un investissement qui est plus contraint. Et malgré un recours, à la dette, enfin en tout cas un levier, de l'endettement qui est bien activé puisque les délais de désendettement, eux, sont contraints par, l'autofinancement, qui se dégrade. Donc voilà pour, l'analyse des comportements financiers. C'est vraiment dans les grandes lignes, mais vous pouvez retrouver, c'est la majeure partie de l'étude, rédigée, parce qu'on détaille du coup pour chacune de ces types, de collectivités. Je ne l'ai pas dit, mais les communes de plus de 100 000 habitants sont traitées, au sein des communautés urbaines et métropoles directement parce que, ça nous paraissait faire sens, du fait de leur intégration, dans ces ensembles, interco et on a aussi mis à part, la métropole du Grand Paris est traitée à part. Et voilà en conclusion un peu les grands enseignements de l'étude et vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, sur cette partie, de l'analyse financière. Mais globalement, donc un ensemble de mécanismes, très divers, donc qui représentent, des volumes financiers conséquents et en augmentation. Des mécanismes de péréquation qui sont donc globalement, salvateurs pour les bénéficiaires, parce que sans ça, les inégalités de ressources seraient encore plus importantes et l'épargne, des plus bénéficiaires, certainement plus dégradée. Mais en même temps, on n'a pas d'effet, d'aubaine ou de substitution, donc pas d'effet indésirable finalement à cette péréquation et par ailleurs, ça reste très contraignant quand on voit, le poids que ça a par rapport à l'épargne au foncier bâti des contributeurs. Mais globalement, ça compromet pas, leur capacité d'action. On voit que l'investissement et cetera est toujours, plus élevé. En tout cas, de manière générale, parce que j'inclus pas, dans ce commentaire, par exemple, la ville de Paris pour lesquels, c'est pas c'est encore autre chose. Mais en tout cas, de manière générale et dans l'ampleur actuelle de la péréquation, il y a encore, une capacité d'action importante pour les collectivités les plus contributrices. Maintenant et c'est ce que disait, Christelle dans le chat, c'est, la question du financement équitable, de la péréquation dans un contexte de renforcement et notamment, je regardais par rapport au PLF, hem, je regardais ce matin, donc il y a 2000 communes 2060 communes en 2025 qui touchaient plus de,
de dotation forfaitaire, enfin pour lesquels la dotation forfaitaire est arrivée à zéro du fait du mécanisme d'écrêtement. Ce mécanisme d'écrêtement qui finance les dotations DSU, DSR va être rappelé, enfin va être renforcé du fait du PLF 2026. Donc dans le PLF 2026, c'est prévu que la DSR, la DSU soient renforcées, de même que la dotation d'interco, mais sans abondement extérieur de la part de l'État. Du coup, ça veut dire qu'on va piocher dans la dotation forfaitaire et dans la dotation de compensation pour financer ces hausses. Donc les écrêtements de 2026 vont être plus importants que ce qu'on a connu jusque-là. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a déjà 2000 communes, enfin 2060 communes sur lesquelles on ne pourra pas faire d'écrêtement sur ces communes-là. Or, ces communes-là, c'était un tiers de l'écrêtement de la dotation forfaitaire sur la période 2018-2024. Et c'est mécaniquement les communes les plus riches d'après leur potentiel financier. Donc, mécaniquement, ça va se reporter aussi sur les autres communes un peu moins riches, etc. Donc, il y a quand même un enjeu à veiller à ce que ce soit toujours équitable de fonctionner avec cet écrêtement, avec ces critères-là, etc., en renforçant la péréquation. Ça, c'est un enjeu qui va se poser dès ce PLF, enfin, dès la répartition 2026 des dotations. Et donc finalement, ce constat, hein, Mmh, je dirais, nourrit finalement mmh, le besoin, hein, de poursuite, au moins en partie, en tout cas dans ce qui est possible, de l'étude, effectivement, pour voir comment ces évolutions euh, ont un impact, effectivement, sur peut-être d'autres typologies dorénavant de communes, en tout cas de territoires, compte tenu effectivement de ce que tu expliquais à l'instant. Ce serait très, très intéressant. Juste une petite chose, on avait un message en nous disant on ne voit aucun montant dans le tableau que tu as présenté juste avant, c'est normal, parce que c'était juste des oui, moins et des oui, plus. ouais. Voilà. Oui, oui, et j'ai été chercher, par ailleurs quelques données plus chiffrées, hem, mais vous pouvez les retrouver, Dans dans le... l'étude, en fait. Comme Voilà. ça, vous pouvez aller voir directement la strate ou le type d'ensemble intercommunal qui vous intéresse. Et donc, je peux montrer d'ailleurs, comment accéder à l'étude, mais Voilà. donc, vous aurez le lien qui De est lien. ici. Et hop là. Et l et là, je ne sais pas si vous voyez, mais donc c'est la Oui. page, de l'observatoire sur le site, collectivitélocales.gouv, et dans la collection Capture, vous avez toutes nos publications, et ici, celle sur la péréquation. Alors, je n'ai pas d'autres questions sur cette dernière partie à ce stade. Mais effectivement, c'est vraiment très intéressant et j'espère que vous aurez la possibilité, parce que je sais que vous êtes beaucoup sollicité, mais effectivement, et je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de s'immerger, hein, dans le document, parce que Mmh. il y a énormément d'éléments intéressants à regarder et à s'approprier, hein, comme je le disais en tout début. Voilà, voilà. On a un collègue, Jérémy, Housset, qui nous dit merci, c'est très instructif. Donc voilà, qui confirme ce que je disais. Si il n'y a pas d'autres questions à ce stade, Christelle qui remercie pour cette présentation, peut-être donc vous remontrez à toutes et tous O la plateforme de données. Oui, parce que justement, donc, vous pouvez, vous pouvez accéder sur, la plateforme de l'observatoire, excusez-moi, voilà, hop, sur la plateforme, donc dataofgl.fr, que vous voyez, j'espère. Oui, on la Hem, voit.
Donc ça, c'est notre plateforme de données dont je parlais en début de présentation, qui est ouverte à tous, gratuite et qui donne à la fois les données des comptes, les données de la fiscalité et des data visualisation. Donc ici, vous avez plusieurs outils. Je rentre pas dans le détail, mais on a fait un webinaire, et n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra y répondre. Et donc globalement, ici, c'est des outils de cartographie, d'analyse comparative pour vous aider à faire vos analyses financières. Et ici, vous avez donc les jeux de données. Donc ici, tous les jeux de données des comptes, la fiscalité. Et ce que je voulais vous montrer, parce que c'est en lien avec ce qu'on disait aujourd'hui, c'est les jeux de données des dotations dans lesquels vous retrouvez à la fois tous les montants des dotations et aussi ce qui est très intéressant, les critères utilisés. Donc, c'est que des données qui viennent de la DGCL qu'on remet juste à disposition avec du pluriannuel, enfin de manière pluriannuelle pour aider à l'analyse. Donc là, si je regarde par exemple les dotations des communes, vous pouvez par exemple, aller vérifier l'effort fiscal des communes sur votre département en 2025 en allant sélectionnant l'année, la catégorie d'information et puis et choisir ici la variable qui vous intéresse. Donc ici, l'effort fiscal, par exemple, en 2025 des communes de l'Ain. Et vous aurez le tableau, si ça charge, voilà, le tableau avec la variable, donc l'effort fiscal, la valeur, et puis vous pouvez les exporter dans le format que vous voulez. Et il y a vraiment toutes les variables du fichier en fait critères de la DGCL. Et avec, il y a aussi le DILICO pour 2025. Et puis les principales dotations avec leur montant et vraiment tous les critères qui rentrent en compte pour le calcul. Les potentiels fiscaux et financiers, etc. Et vous avez la possibilité de choisir une commune et d'avoir alors donc par la barre de recherche, vous pouvez trouver juste une commune. Là, ça sélectionne aussi toutes les communes qui sont dans la métropole du Grand Paris. Et vous pouvez d'ailleurs aussi sélectionner aussi un code sirène qui correspond à l'intercommunalité pour avoir que les communes de l'intercommunalité. Donc ça, c'est le code sirène de la métropole du Grand Paris. Et donc là, il y a toutes les communes de la métropole du Grand Paris euh, qui sont sélectionnées. Vous voyez, il n'y a plus que les communes d'Île-de-France. Et vous avez toutes les variables pour cette zone-là. Donc après, vous pouvez choisir, pardon, ce qui vous intéresse, si c'est les bases de foncier bâti, etc. Peut-être dire Mmh. aux collègues, si je ne me trompe pas, Clémence, que je crois que le webinaire de présentation de la plateforme est accessible. Oui, Donc voilà, si jamais les oui, collègues veulent retourner voir ce webinaire et qui présente effectivement les fonctionnalités, c'est à disposition. oui, c'est sur la chaîne YouTube de l'OFGL pour l'instant. Et on va le mettre aussi sur la plateforme, sachant que sur la plateforme, il y a déjà des vidéos ici. C'est des vidéos tutos
qui servent, par exemple, à découvrir, la Philothèque, qui est un outil, pour, mieux connaître, les dates, des finances locales. Donc c'est des petits tutos de 3 minutes et si vous allez sur la chaîne YouTube en tapant, OFGL sur YouTube, vous allez trouver, le webinaire de présentation, voilà, qui est dans mes favoris et je et je vous épargne les ah, La pub. les Pendant et ce temps-là, sur YouTube. une petite question de Christelle, Oui. toujours de Messaouden de Marseille. Y a-t-il dans ces données uniquement le fichier critères de répartition ou d'autres sources de données sont-elles utilisées? Hem, non, dans ces critères, dans ces fichiers, dotation, ces jeux de données dotation, c'est vraiment que, le fichier, critères de la DGCL. Après, je réfléchis, mais non, c'est ça. Et après, par contre, on a, dans les autres jeux de données, que vous avez, sur la page d'accueil, là, c'est les comptes, des collectivités et puis, là, c'est le fichier, Ouais, REI qui est, pour le coup, retravaillé pour aider à retrouver les variables et cetera du ouais, REI. pour en faciliter Mmh, l'exploitation, voilà, de ce jeu de données qui est, extrêmement, mmh. important. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses disponibles, effectivement sur la plateforme. Il ne faut pas hésiter effectivement à s'en saisir. Pas d'autres, questions. Je sais pas si tu voulais rajouter éventuellement ou compléter ou apporter d'autres informations de ton côté, Clémence? Hem, C'est déjà non, beaucoup je pense que ça fait déjà beaucoup de d'informations, d'informations. qu'on vous a données, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez échanger, là-dessus, avec l'équipe de l'OFGL, c'est avec plaisir et également sur la plateforme, si vous avez des questions, on a un mail, contact et enfin, vous n'hésitez pas, on est très, très joignable. C'est ça, effectivement, je pense qu'il faut pas hésiter, voilà, à le redire, c'est que vous êtes tout à fait disponible effectivement pour répondre aux questions ou accompagner justement cette appropriation, notamment de la plateforme par le plus grand nombre possible. Bah, écoute, de mon côté, il me reste effectivement à vous te remercier et toute l'équipe de l'OFGL, bien sûr, hein, d'avoir, été aussi, de votre côté, disponible, hein, pour ce webinaire. Hem, Avec grand plaisir et merci à la j'espère Figese. qu'il y en aura d'autres parce que les publications de l'OFGL sont fréquentes et tout aussi intéressantes, les unes que les autres. Donc, voilà, n'hésitez pas là aussi à aller parcourir les autres captures, hein, qui ont été, on est déjà à 28, hein, donc et plus, Et et plus, plus. on a Donc, sorti, le voilà, le 30e en 30e. novembre, donc Voilà, donc faut pas hésiter à aller, à vous emparer de toutes ces publications. Bah, je vous souhaite de pouvoir continuer aussi ces travaux sur la péréquation parce que comme tu le disais, c'est un sujet, qui est un peu au cœur, quand même, hein, des préoccupations et on le voit, là, notamment dans le cadre du projet de loi de finances. Le support, nous dit-on, sera oui, diffusé aux participants. Donc voilà, vous aurez également, ce support. Je vous laisse aussi, aller voir sur le site de la Figesse puisque d'autres webinaires, sont, d'ores et déjà prévus. Donc n'hésitez pas à aller, effectivement, il y a de l'information aussi qui a été diffusée là-dessus, à vous inscrire, au prochain webinaire, prévu. Et ben, je vous souhaite à toutes et tous, une bonne continuation. Bon courage pour, la suite, voilà, du marathon budgétaire
Et encore merci mille fois à toute l'équipe de l'OFGL et à Merci toutes à et vous. tous pour votre participation. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci. Bonne fin de Merci à toi, journée. Clémence. Au revoir.